Lundi, je restaure un petit canapé prouvé. Mardi, je vais faire une pochette de téléphone pour une dame qui a un téléphone avec une taille hors norme. Et ce panel d'activités, c'est absolument formidable. On fait du Made in France, on fabrique tout en France. Et on a des coûts de fabrication et de production qui sont forcément bien supérieurs à l'ensemble ou une bonne partie des produits qu'on trouve sur nos marchés aujourd'hui. Mais j'ai bon espoir, j'ai franchement bon espoir que notre mode de consommation change. On achètera moins et du coup on aura plaisir à aller acheter chez un artisan. Bonjour, je suis Hélène Pierucci. Avant j'étais cadre supérieur et aujourd'hui je suis artisan maroquinier installé à mon compte. Alors, je suis née en région parisienne, mais je ne suis pas spécialement parisienne parce que j'ai déménagé très souvent au gré des mutations de mes parents qui étaient éducateurs spécialisés. Mon père était responsable d'un centre d'accueil pour des jeunes délinquants. C'était un centre ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui venaient de l'extérieur pour apprendre un métier, pour se former. Et parmi tous les métiers qu'il y avait le métier de maroquinier. Et le mercredi après-midi, comme on était vraiment en race campagne, il n'y avait pas grand-chose à faire, j'allais faire des petits objets en cuir. Je me souviens très bien de l'ambiance de cet endroit. C'était pas très lumineux. On travaillait sur des petits espaces. C'était très confortable. Ça sentait très bon. Enfin, j'y passais des bons moments. Qu'on faisait, je me souviens, des petits étuis pour les tickets de métro qui n'existent plus aujourd'hui. Après, le cuir m'a quitté. J'ai quitté le cuir. Et j'ai continué ma vie scolaire. Je suis d'une génération, et ça n'a pas beaucoup évolué, où tous les gens qui partaient sur les métiers manuels étaient les gens qui étaient plutôt, à l'exception de près de quelques-uns qui avaient des passions, mais ils ne sont pas nombreux, des passions qu'on a à 14-15 ans. C'était plutôt des enfants qui étaient en échec scolaire. Il suffisait de suivre un conseil de classe en fin de troisième à l'époque où tous les élèves qui avaient moins partaient en CAP. Ce qui est complètement stupide en fait, parce que la main ne fait que ce que la tête lui dit de faire. Donc j'ai continué. Je crois que j'ai fait des dossiers dans des trucs très différents à l'issue du baccalauréat. Et j'ai été prise à peu près partout, aussi bien en technique agricole qu'en informatique. C'était vraiment très varié. Donc j'ai commencé par l'informatique en me disant ça, de toute manière, ça me servira toujours. Comme c'était de l'informatique de gestion, j'ai rattrapé une université d'éco et gestion d'entreprise. J'ai très vite pénétré le secteur de la formation professionnelle continue, puis de la formation initiale. Vous amenez des jeunes d'un point A à un point B, et moi je travaillais dans un secteur qui était en plus l'apprentissage, en milieu post-bac, enfin en enseignement supérieur, avec des jeunes qui à 95% trouvaient du travail à la sortie, ce qui est quand même hyper gratifiant. Après quelques postes, je me suis aperçue quand même qu'en France, la voie d'évolution, c'est plutôt la voie managériale. C'est-à-dire qu'au début, on manage une équipe de 5, puis une équipe de 10, puis si on change, on va en avoir 20, puis si on change, on va en avoir 30. Et qu'en fait, on vous pousse dans cette espèce de progression pour finir par être à la tête de division ou de branche ou de très importante et passer sa vie de comité de direction en comité stratégique, en comité de pilotage, en comité de machin, et finalement être très éloigné de l'activité. Et moi, j'ai une caractéristique, c'est que je peux m'ennuyer très vite si j'ai pas une perspective ou si j'ai pas un projet. Je me suis dit que j'étais arrivée au bout, en fait, au bout d'un parcours professionnel, et j'avais encore 20 ans de vie professionnelle devant moi. 20 ou 25 ans, c'est une demi-carrière, quoi. Donc il y a le temps de faire quelque chose de réel. Je pense que j'avais vraiment envie de faire et de fabriquer des choses. J'avais beaucoup travaillé en PME avant et j'aimais être proche en fait de ce qui se fait. Et après, je pense que j'étais aussi dans une situation professionnelle. Je vous dis, j'ai pas de déception par rapport au travail que je faisais. Je gagnais bien ma vie, donc si je change, il faut que ça soit vraiment pour un truc qui me motive à fond, qui soit vraiment quelque chose qui procède presque du rêve. Et pour moi, le mieux du mieux, c'était d'être artisan. Et puis tout s'est aligné, une fin de contrat à un moment donné à l'endroit où j'étais, une voisine qui décide de se reconvertir. Putain, il y en a une qui saute, allez, j'y vais. Fini de payer ma maison. C'est un détail, mais c'est important.
parce qu'il y a une charge financière du coup un peu moindre sur la famille. Puis voilà, tout est sur le rail. Et j'ai commencé à chercher vers quelle matière j'avais envie d'aller. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le cuir est ressorti. Ce petit plioir, je l'ai eu le flash sur le petit outil dont je me souvenais le plus, sur lequel j'avais travaillé. J'ai fait quelques recherches. Je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra. Je m'installe et je m'installe à mon compte finalement. Les premiers chantiers que j'ai eus, ça a été des chantiers pour travailler pour les autres. Et en fait, il faut faire preuve de créativité quand on travaille pour les autres, parce qu'on vous donne un projet, un cahier des charges, parfois pas vraiment ficelé, donc c'est à vous de trouver comment faire et faire en sorte que le client il soit satisfait. Et puis, on m'a souvent demandé de réparer. Et là, j'ai découvert un grand plaisir dans la réparation, mais vraiment un grand plaisir. Donc aujourd'hui, je dirais que mon activité, elle est divisée en trois. Elle est vraiment, il y a partie créa pure, la partie sous-traitance et collaboration, et puis la partie réparation et restauration, puisqu'on a même des pièces, on va dire presque historiques, qui nous arrivent sur du mobilier, des choses comme ça. Et tout le monde disait, mais si tu veux faire quelque chose, il faut choisir. Et moi, j'ai refusé de choisir, en fait, parce que c'est ça que j'aime dans mon atelier, c'est que lundi, je restaure un petit canapé prouvé. Mardi, je vais faire une pochette de téléphone pour une dame qui a un téléphone avec une taille hors norme. Et que vendredi, je vais travailler avec une styliste et un designer d'accessoires mode. Et ce panel d'activités, c'est absolument formidable. On ne s'ennuie jamais. J'ai mis une phrase sur mon compte Instagram, la passion, c'est le meilleur moyen d'accéder au travail sans que ça nous pèse trop. Voilà. Quand on aime ce qu'on fait, on peut travailler plus. Et globalement, être artisan et réussir, c'est beaucoup de travail. Ouais, il faut beaucoup bosser. Je travaille sûrement plus que je ne travaillais quand j'étais salariée, et pourtant je travaillais déjà pas mal. Mais j'ai jamais, depuis des années maintenant, regardé en me disant « j'en peux plus, quand est-ce que je rentre ?» Je pense qu'il y a une tendance de fond à parler des métiers de la main avec plus d'admiration. On est dans l'air du temps, clairement, on produit localement, on produit raisonnablement, on fait de la qualité, enfin on coche toutes les cases, mais pas parce qu'on le veut, parce que c'est le propre même de l'artisanat. Maintenant, on a ce problème-là de résoudre la faisabilité pour vivre correctement de ces métiers. Et c'est compliqué, pourquoi ? Parce que du coup, nous, on fait du made in France, on fabrique tout en France, et on a des coûts de fabrication et de production qui sont forcément bien supérieurs à l'ensemble ou une bonne partie des produits qu'on trouve sur nos marchés aujourd'hui. Mais j'ai franchement bon espoir que la consommation, en fait, que notre mode de consommation change, où on achètera moins et du coup on aura plaisir à aller acheter chez un artisan une pièce, un sac, un cartable qui va durer longtemps, qui va être fait comme on l'aime, avec des belles matières et de manière qualitative.